Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation en Afghanistan. Le pays est sur le point de tomber entre les mains des talibans, les talibans qui encerclent désormais la capitale de toutes parts. Dernière étape de leur offensive spectaculaire lancée en mai dernier, ils se sont dirigés ce matin vers le palais présidentiel de Kaboul et le ministre de l'Intérieur vient de le confirmer. Il y aura un transfert pacifique du pouvoir dans le pays. On l'écoute. La population ne doit pas s'inquiéter. La ville est sûre et toute personne qui causerait du désordre devra en assumer les conséquences. La sécurité de la ville est assurée. Elle ne sera pas attaquée. L'accord pour l'agglomération de Kaboul prévoit une transition pacifique du pouvoir vers une administration intérimaire. Bruno Darroux, vous êtes avec nous pour tenter de prendre du recul sur cette situation. On l'a entendu, la transition pacifique du pouvoir est en cours, mais selon le porte-parole des talibans qui vient tout juste de prendre la parole, cela va prendre quelques jours. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Que peut-on attendre de cette transition? Oui, alors visiblement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc des négociations entre le gouvernement de Kaboul et les talibans sur plusieurs points. D'abord sur la manière dont ça allait se passer pour Kaboul, c'est-à-dire la chute de Kaboul aux mains des talibans quand même, il faut appeler les choses par leur nom. Les talibans ont sans doute estimé qu'ils étaient tellement en position de force qu'en fait, autant éviter un bain de sang et se donner ainsi une bonne image, notamment vis-à-vis de la communauté internationale. Visiblement, ça a été accepté par le gouvernement afghan. Alors, il y a une interrogation sur ce que fait le gouvernement. On a entendu le ministre de l'Intérieur, ce que fait le président Ashraf Ghani, parce que le président Ashraf Ghani a demandé à ses forces de sécurité d'assurer la loi et l'ordre dans Kaboul. Alors, est-ce que ça veut dire simplement qu'il faut que l'ordre règne avant que les talibans rentrent véritablement dans la capitale, ou est-ce que ça veut dire que lui est encore sur une attitude de se défendre contre les talibans? Ça n'est pas très clair. Pas clair non plus son sort à lui, le président Ashraf Ghani, car s'il y a des autorités de transition, que deviendra-t-il? Et donc effectivement, il y a eu des négociations pour cette transition pacifique. Alors à la fois sur le terrain, ça au moins c'est une bonne nouvelle pour tous les habitants de Kaboul à très court terme. Et puis donc, en l'espace de quelques jours, la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui serait dirigé, selon plusieurs sources diplomatiques, mais il faut rester quand même un peu prudent pour le moment, par un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelle Gilali, basé aux États-Unis, qui sera acceptable pour les talibans. Les talibans qui, par ailleurs, commencent à communiquer, se sont exprimés notamment à la BBC, à nos confrères de la BBC, en expliquant que eux voulaient absolument une transition pacifique, qu'ils allaient respecter le droit des femmes selon les valeurs islamiques, ajoute-t-il, et qu'il permettrait aux journalistes de travailler, d'exprimer des critiques, bref, ce sont ce qu'ils disent. Mais évidemment, malheureusement, on a vu ce qu'était le mouvement des talibans à la fin des années 90. On a vu ce qu'ils ont fait déjà dans les zones rurales ou les villes où ils se sont imposés. Donc, il faut rester là aussi prudent et ne pas tellement les juger sur leurs déclarations, mais les juger aux actes. Et ces déclarations, justement, c'était l'occasion pour le porte-parole des talibans de révéler une esquisse de ce programme politique des insurgés une fois qu'ils seront au pouvoir. Est-ce que c'est finalement qu'une opération de communication très bien rodée ? Écoutez, il y a une opération de communication, clairement, visiblement les talibans qui ont évolué, ce ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ans forcément, se rendent compte qu'il faut qu'ils améliorent leur image, et ils savent très bien que leur image est détestable à l'étranger, et pour une bonne partie des Afghans, même si il faut rappeler que dans les zones très rurales, des zones très conservatrices, finalement, l'idéologie, on va dire, des talibans extrêmement conservatrice, patriarcale, où le rôle des femmes est quand même très minimisé, où les femmes n'ont pas le droit à l'éducation, où le fait même d'avoir accès à l'éducation est regardé avec extrêmement de défiance. Tout ça se rejoint un peu quand même. Il n'y a pas énormément de différence entre
ce que vivent, ce que pensent beaucoup de talibans, d'Afghans, pardon, dans ces zones rurales, et ce que pensent les talibans. Et évidemment, tout le problème, c'est le rapport des talibans avec l'Afghanistan moderne, si je puis dire, c'est-à-dire l'Afghanistan des grandes villes, où là, les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Et c'est là que va avoir lieu véritablement le test, parce qu'évidemment, en 20 ans, d'abord, il y a toute une génération qui a grandi dans cet environnement plus moderne, plus ouvert sur le monde, les femmes qui travaillent. Comment les talibans vont gérer ça? Ils savent, je pense, qu'ils ne peuvent pas le faire de la même manière qu'à la fin des années 90, mais enfin, en même temps, ils ont quand même un agenda idéologique très serré, très contraint, puisque c'est l'application stricte de la loi islamique. Donc ça laisse peu de marge de manœuvre. Et les talibans qui sont donc loin d'être un groupe nouveau en Afghanistan, on va justement prendre un peu de recul sur cette offensive talibane et cette prise de pouvoir avec Jean-Charles Geoffray, professeur émérite à Sciences Po Aix, spécialiste d'histoire militaire. Bonjour à vous, vous êtes également l'auteur de Afghanistan 2001-2013, la guerre inachevée. On reviendra tout à l'heure sur ce titre très évocateur. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On découvre donc ces talibans sur le point de prendre Kaboul, ces mêmes insurgés qui avaient mis 2 ans à prendre le pouvoir entre 1994 et 1996 pendant la guerre civile, et jamais ils n'avaient pu contrôler ces zones entières dans le nord avant d'être défaits fin 2001. Cette fois-ci, en 45 jours, ils ont presque conquis tout le pays. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, comment expliquer cette avancée spectaculaire ? C'est un effondrement moral des forces de sécurité afghanes. Je dirais que c'était cousu de fil blanc dès lors que le 29 avril 2020, à Doha, vous ne signez pas un accord de paix, mais vous signez un accord de retrait. C'est-à-dire la première puissance mondiale est en train d'admettre sa défaite. Comment voulez-vous qu'une armée afghane qui est fournie en matériel américain croit en l'avenir? Je crois que c'est la principale raison. Ensuite, on a fait une succession d'erreurs en sous-estimant de façon chronique la tactique des talibans, parfaitement rodée. Et je crois qu'il y a aussi ce désintérêt complet de la communauté internationale pour ce qui se passe en Afghanistan. Il y a eu 2 événements qui m'ont navré. Le 22 juin et le 5 août, le Conseil de sécurité est saisi par une représentante, Deborah Lyons, qui représente le gouvernement de Kaboul, et le Conseil de sécurité décide de ne rien décider. Donc cette renonciation, cette annonce qu'on va partir sans avoir vraiment obtenu un résultat probant sur l'avance de la modernité en Afghanistan, c'est la clé de la défaite. Cette défaite, elle est militaire mais aussi politique donc? Elle est générale. Elle est générale. Je crois que les Américains ont inventé ce qu'on peut appeler la guerre à somme nulle. On va se retrouver dans quelques heures dans la même situation qu'en 2001. L'élément nouveau en Afghanistan, il est extérieur, c'est uniquement Daesh. Et peut-être ce qu'on appelle les nouveaux talibans, les néo-talibans, particulièrement enrichis par l'argent de la drogue. Et justement, comment leur profil a évolué ces 20 dernières années? Comment le profil des talibans a changé et s'est adapté aux nouveaux défis que sont par exemple l'émergence de groupes islamiques comme l'État islamique? Eh bien, ils ont évolué. D'abord, ce ne sont plus les pouilleux totalement ignares de 2001. Non, ce sont vraiment des gens qui ont été formés dans les médersas comme leur équivalent pakistanais. Il y a un bourrage de crâne essentiel et ils ont vraiment une idéologie. Ils se pensent en contre-État, ils se pensent en contre-société. Ensuite, ils peuvent se payer n'importe quelle complicité. Regardez le ralliement, par exemple, de Ismail Khan à Herat. Je ne suis pas sûr que c'est simplement parce qu'on a bien voulu lui demander de rendre les armes. Ils ont suffisamment d'argent pour se payer toutes les armes modernes. Pensez aux commandos des talibans qui sont particulièrement efficaces. Donc on peut parler de néo-talibans qui ont intégré également des groupes terroristes. Je pense au groupe Haqqani, auparavant piloté, et toujours d'ailleurs par l'intelligence service pakistanaise. Et en même temps, ce qu'on appelle les néo-talibans, ce n'est pas seulement les Pashtuns qui étaient, je dirais, la pierre angulaire de ce mouvement, mais également tous ceux qui ont un compte à régler avec l'occupant de l'OTAN ou des Américains, victimes de dommages collatéraux, quand ils ont reçu une bombe téléguidée balancée par un drone ou un avion, sans comprendre pourquoi leur famille est anéantie. Il y a cette incompréhension du peuple afghan. Pourquoi les Américains sont venus? Oui, Ben Laden, qui est-ce en 2001, mais pourquoi partent-ils? Il y a cette espèce de non-explication des buts de guerre quand on s'engage pendant 20 ans. Dans quelques semaines, le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aura donc un goût extrêmement amer. D'ici là, les derniers soldats américains auront bien sûr plié bagages. Un tel épilogue, c'est une
totale désillusion? Je crois que c'est une défaite encore plus grave que pour Saïgon. Je suis navré d'évoquer ce phénomène le 30 avril, quand on a plié bagages à Saïgon. La veille, c'était les mêmes balais d'hélicoptères entre l'aéroport Tan Son Nhut et l'ambassade américaine. Ce que nous voyons maintenant, c'est navrant. C'est navrant de constater qu'on est dans une situation pire, parce que c'est un gigantesque trou noir qui se met en place au centre de l'Asie centrale. Certes, les talibans n'ont pas un islamisme qui s'exporte, mais n'oublions pas tout de même, et c'est là le pied de nez de l'histoire, qu'ils ont permis depuis 2 ans dans le sud-est, l'est du pays, la reconstitution des camps d'Al-Qaïda. On est donc de retour à la case départ, mais en pire. Retour à la case départ, une situation pire, vous l'évoquez. Qu'ont fait concrètement les Américains ces 20 dernières années? Jean-Charles Geoffrey, vous restez avec nous, mais avant, élément de réponse en images. C'est dans les cendres du 11 septembre que commence la guerre américaine en Afghanistan. À l'origine de l'attaque meurtrière, le groupe Al-Qaïda, dont le chef Oussama Ben Laden est caché par les talibans en Afghanistan. Moins d'un mois plus tard, le 7 octobre 2001, les Américains et leurs alliés bombardent l'un des pays les plus pauvres du monde. Ces opérations très ciblées sont destinées à empêcher qu'on utilise l'Afghanistan comme base arrière du terrorisme. Les talibans ont pris le pouvoir 5 ans plus tôt. Ils prônent un islam fondamentaliste qui interdit la musique, l'art et l'éducation des filles. Mis en déroute par les forces de la coalition, ils se replient vers le Pakistan et d'autres pays frontaliers. Mais début 2003, George Bush décide d'envahir l'Irak et l'Afghanistan passe au second plan. Le pays est désormais dirigé par un opposant aux talibans, Hamid Karzai, et connaît des élections démocratiques. Le problème, c'est que les talibans n'ont pas disparu. Au contraire, ils combattent les chefs de guerre et organisent la résistance. Grâce à la drogue et à d'autres trafics, ils disposent d'une manne de près d'1 milliard d'euros par an. À Washington, Barack Obama a succédé à George Bush et promis de rapatrier les GIs. Mais face à la dégradation de la situation sécuritaire, il est contraint d'envoyer toujours plus de soldats. Ils sont 100 000 en 2010, auxquels s'ajoutent quelques 50 000 militaires d'autres pays. Le monde ne peut pas se permettre de laisser l'Afghanistan glisser à nouveau dans le chaos et de laisser les mains libres à Al-Qaïda. Mai 2011, les forces américaines tuent Oussama Ben Laden dans sa cage pakistanaise. Pour Washington, la mission est accomplie et le retrait commence. En 2014, la mission de l'OTAN prend fin, mais quelques troupes restent pour soutenir les forces afghanes en manque de moyens et de formation. De leur côté, même après l'ouverture de pourparlers de paix, les insurgés islamistes continuent les attaques en ville comme à la campagne et s'emparent de toujours plus de régions. Les forces étrangères doivent d'abord quitter l'Afghanistan. Alors seulement, la paix sera possible. 20 ans de guerre et un lourd bilan, plus de 20 000 blessés et plus de 3 500 soldats de l'Alliance tombés, dont 90 Français. Côté afghan, on compte environ 65 000 militaires et policiers et près de 45 000 civils tués. Le pays est toujours parmi les plus pauvres et les plus corrompus de la planète. Voilà ce bilan des 20 années d'occupation américaine. Voilà pour ces 20 années d'occupation américaine en Afghanistan. On retrouve notre invité Jean-Charles Geoffrey. Cette victoire talibane, c'est donc aussi l'échec total de la stratégie occidentale? Est-ce que c'est un échec total? La société civile afghane nous le dira, parce qu'il y a quand même pendant 20 ans des gens qui sont allés à l'université. Est-ce qu'ils pourront supporter longtemps ce retour à l'âge de pierre? Je n'en suis pas sûr. Ajoutez à cela aussi qu'il y aura des forces de résistance, parce que la guerre civile ne va pas s'arrêter à la chute de Kaboul. Je pense particulièrement à la vallée du Panjshir avec les Tadjiks du fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud. Ils n'ont pas envie de revoir revenir les talibans. Ceux qui ont baissé les armes, je pense dans le nord, qui sont des Ouzbeks, qui sont des Turkmènes, quelques Tadjiks dans la région aussi, je pense à Herat, vont-ils supporter longtemps cette espèce de servitude, ce retour à l'encagement des femmes, alors que l'Afghanistan était en train quand même, dans les villes, d'accéder à ce qu'on appelle la modernité par le nombre de femmes qui sont policières, magistrates, avocats, les routes que l'on a créées, les universités, les hôpitaux. Ils sont dans une position qui me paraît quand même délicate sur le plan du jugement de la communauté internationale. Quel pays en dehors de l'Afghanistan pourrait les soutenir? Vu leur idéologie, ça me paraît être rédhibitoire. Ce qui vous explique que nous allons avoir un malheur, je pense, dans les heures ou les jours qui vont venir,
Mais est-ce à dire que sur le long terme, tout espoir est perdu? Je n'en suis peut-être pas si sûr aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Donc pour vous, on s'achemine vers un nouveau cycle de violence? Oui, ce sont les règlements de compte. On entend beaucoup de choses. Il y a peu d'images. Pour l'instant, c'est une guerre avec très peu d'images. J'apprends aussi qu'il y a même des suicides de femmes. Je pense au règlement de compte en pleine rue. Que va-t-il se passer pour les ministres du gouvernement actuel? Ont-ils acheté leur infiltration? Je ne sais pas du tout dans quelle bain de sang on se dirige, parce que ce qu'attendent les talibans, c'est comme les Nord-Vietnamiens ou le Viet Cong en 2015 à Saïgon, c'est que les Américains s'en aillent. Lorsqu'il n'y aura plus un Marines sur l'aérodrome de Kaboul et que le dernier hélicoptère sera parti, alors là, on peut attendre pour quelques semaines le pire, une gigantesque opération. Jean-Charles Geoffray, professeur émérite à Sciences Po Aix, merci à vous pour ces éléments de compréhension. Bruno Darou, vous êtes avec nous. Quels sont les derniers leviers de la communauté internationale face à ce désastre dont parlait notre invité? Écoutez, malheureusement, on ne voit pas trop quels pourraient être ces leviers. Alors la Russie est en train d'essayer de mettre sur pied une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mais ça a été rappelé également dans les dernières semaines, les derniers mois. Franchement, la communauté internationale n'a pas voulu décider quoi que ce soit, tout simplement parce que c'était l'agenda des États-Unis qui primait. C'est-à-dire que pour Joe Biden, le retrait des soldats américains était absolument essentiel et personne ne pouvait empêcher les États-Unis de le faire. Donc le reste de la communauté internationale a suivi, même si il faut reconnaître quand même des positionnements un peu différents, que l'on voit d'ailleurs commencer à s'exprimer, notamment de la part de grands voisins ou quasi-voisins de l'Afghanistan, comme évidemment la Chine et surtout la Russie qui est donc à la manœuvre pour mettre sur place une réunion du Conseil de sécurité, mais qui aussi a déjà exprimé ses craintes de voir se reconstituer en Afghanistan un régime politique qui abrite des mouvements terroristes, tout simplement parce que la Russie considère que les républiques d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan sont sa cour rapprochée en quelque sorte, et que donc juste après il y a l'Afghanistan, et qu'il est hors de question que des mouvements comme Al-Qaïda ou l'organisation de l'État islamique puissent à nouveau, grâce aux talibans, avoir des camps d'entraînement, projeter des opérations. Ça, pour les Russes, ce n'est pas acceptable. Ça devrait ne pas être acceptable aussi pour les Occidentaux, en particulier les Européens et les Américains, bien sûr. Mais là, force est de reconnaître qu'ils vont laisser ce mouvement peut-être reconstituer effectivement ce qui a existé juste avant 2001, ce qui est un peu déplorable. Alors justement, comment la Russie réagit à cette victoire talibane? On va justement prendre le pouls de ces réactions sur le terrain avec notre correspondant Julian Colling. Bonjour à vous, vous êtes donc notre correspondant à Moscou. La Russie, Bruno Darou nous l'évoquait à l'instant, qui œuvre avec des partenaires pour convoquer une réunion d'urgence de l'ONU sur l'Afghanistan. Quels sont les défis que pose la prise de pouvoir des talibans à la Russie? Les défis, bien sûr, votre invité le disait à l'instant, c'est d'abord, on sait que la Russie déteste plus que tout l'instabilité, en fait, dans des régions proches de ses zones d'influence. Elle sait très bien que l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul n'est pas sans risque également. Alors Vladimir Poutine, par exemple, lors d'une interview à la chaîne américaine ABC, pas plus tard qu'au mois de juin dernier, critiquait, entre guillemets, et tensait un petit peu les États-Unis pour ce départ qu'il voit comme assez précipité du terrain afghan. Selon les experts ici à Moscou, effectivement, donc cette arrivée des talibans représente beaucoup de défis sécuritaires pour la Russie, notamment bien sûr à cause des pays frontaliers, que sont donc les ex-républiques soviétiques, donc qui font partie de la zone d'influence encore de la Russie, là où elle a encore beaucoup d'amitié et des liens très très forts avec ces pays, notamment bien sûr le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, voire même le Turkménistan. On sait que de nombreux accrochages ont eu lieu entre talibans et forces gouvernementales tout près de la frontière ou à la frontière même avec ces pays. Donc la Russie très rapidement a expliqué que ce chaos à venir n'était pas du tout ce qu'elle souhaitait non plus. Et la Russie, c'est par exemple, a donné des exercices militaires assez importants récemment avec le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Et va donc continuer à apporter de l'aide à ces pays et à renforcer sa coopération militaire avec ces pays. Donc on voit qu'effectivement, s'il y a des opportunités aussi pour la Russie, peut-être avec ce départ américain, tout n'est pas non plus positif pour la Russie dans ce dossier.
La Russie, Juliane, fait partie des rares pays qui ont reçu des garanties de la part des talibans et qui ne vont pas évacuer leurs ressortissants. Aucune évacuation de leur représentation diplomatique n'est prévue. La Russie fait figure d'exception sur ce point ? Oui, c'est pour ça que justement la position russe est vue comme assez ambivalente en fait, ou à minima neutre sur ce dossier depuis de nombreuses années déjà en réalité. C'est ce que disent tous les experts quasiment géopolitiques ici à Moscou. Pourquoi ? Eh bien parce que justement voilà, la Russie a très tôt, depuis quelques années déjà, souhaité développer des contacts et des relations assez durables avec les chefs talibans. Vous le disiez, de nombreuses délégations talibanes se sont rendues à Moscou pour voilà, rendre visite et rencontrer la diplomatie russe. Des pourparlers aussi entre les talibans et les forces et le gouvernement donc, de Kaboul ont également eu lieu sur terrain russe. Donc voilà, c'est ce qui explique sans doute que la Russie souhaite encore une fois garder ses rapports cordiaux avec les talibans en n'évacuant pas son ambassade donc à Kaboul comme le font les Américains aujourd'hui. Et on a vu également ces derniers mois avec les différents accrochages et les combats et l'avancée très rapide des talibans que les talibans ont toujours dit qu'il y avait un pacte de non-agression un petit peu avec la Russie et encore une fois avec ces pays donc limitrophes. Et pour finir, on peut aussi dire que bien sûr la Russie, même si elle dit le contraire, n'est jamais forcément, ne voit pas forcément mal un départ américain d'où que ce soit. Et donc pour elle, c'est également une possibilité de prendre un peu un rôle plus central dans ce dossier afghan et de prendre une position de médiateur, comme on a vu notamment en Syrie il y a quelques années. Juliane Colling en direct de Moscou. Merci beaucoup à vous pour vos précisions. De Moscou, nous partons à Londres où nous retrouvons notre correspondante Bénédicte Pavio. Londres qui va à son tour également, comme la Russie, convoquer le Parlement cette fois-ci et ce dans la semaine. Bénédicte Pavio, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui est donc mis en place à Londres pour faire face à cette situation ? Ce qui va être mis en place, c'est ce rappel, vous l'avez dit, du Parlement britannique, les parlementaires qui sont en vacances d'été. Nous pensons que ce sera soit mardi ou mercredi prochain que cette séance sera convoquée, une session extraordinaire. Pas très voulu, il paraît, en coulisses par le gouvernement britannique de Boris Johnson, mais un appel très clair de l'opposition travailliste et de son dirigeant, Keir Starmer, et d'autres députés britanniques qui demandent ce rappel donc du Parlement britannique. Que font les autorités britanniques pour évacuer leurs ressortissants ? Alors, concrètement, nous savons depuis jeudi soir que 600 soldats ont été déployés temporairement en Afghanistan pour évacuer d'une part les Britanniques, les ressortissants britanniques qui sont toujours sur place. Nous estimons ce nombre à peu près 4000. Aussi les diplomates, notamment l'ambassadeur, qui n'est déjà plus, paraît-il, à Kaboul, mais quelque part dans les environs, à un endroit très secret, on le comprend, à cause de la sécurité, de la situation qui s'aggrave, mais aussi, c'est important, l'évacuation d'Afghans, des employés locaux qui ont travaillé avec l'ambassade britannique, avec l'armée britannique. Il y a une énorme polémique ici au Royaume-Uni, une frustration, voire une colère, et cela explique en partie ce rappel la semaine prochaine du Parlement. Quant à la solidarité ou l'abandon des interprètes notamment qui ont travaillé avec l'armée britannique, plusieurs parlementaires, notamment de députés haut placés qui sont des anciens conservateurs, il faut le dire, donc du parti du gouvernement qui ont fait partie de ce déploiement en Afghanistan, ont l'impression vraiment, le sentiment que c'est une erreur stratégique de la part des États-Unis, stratégique de la part du Royaume-Uni de quitter l'Afghanistan, redoutent que l'Afghanistan redevienne une base pour le terrorisme. Et si Boris Johnson dit qu'on peut être fier du rôle joué par l'armée britannique et le Royaume-Uni en Afghanistan, notamment l'éducation, a contribué à l'éducation de plus de 3 millions de jeunes femmes, il y a une grande inquiétude par rapport à la population civile, par rapport à ces femmes notamment, et l'éducation future de ces femmes, et aussi de ces Afghans qui vont rester en Afghanistan, qui ont travaillé et dont les vies sont en danger, qui ont travaillé avec les troupes et les officiels britanniques. Bénédicte Pavio en direct de Londres, merci à vous pour ces éléments de compréhension. Vu de France à présent, certains réfugiés afghans ont fui leur pays il y a bien longtemps. Comment vivent-ils cette offensive loin de leurs proches? Élément de réponse avec nos confrères de France 3. Depuis le Limousin, où il vit depuis 2015,
Cet Afghan réfugié politique s'inquiète pour sa famille, restée en Afghanistan. C'est pourquoi il préfère garder l'anonymat. S'il a quitté son pays, c'est qu'à l'époque, il était traducteur pour l'armée américaine et qu'il craignait pour sa vie. Quelqu'un qui travaille pour les Américains est condamné à mort. Y compris sa famille. Oui, sa famille aussi. Aujourd'hui, la situation à Kaboul lui fait redouter le pire. Ma mère est diabétique, elle fait face à une situation compliquée, notamment pour ses enfants. Elle doit changer régulièrement d'adresse pour sa sécurité. Au quotidien, c'est insurmontable. Depuis plusieurs jours, l'offensive des talibans oblige de nombreux civils à fuir. Son souhait, que sa famille soit rapatriée en France. J'espère que le gouvernement français va tout faire pour que ma famille vienne en France. En attendant une éventuelle réponse, le téléphone reste le seul moyen pour lui de garder contact avec sa famille. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la situation en Afghanistan. Je vous le rappelle, le pays est sur le point de tomber entre les mains des talibans. Les talibans qui encerclent désormais la capitale de toutes parts. Dernière étape de leur offensive spectaculaire lancée en mai dernier. Ils se sont donc dirigés vers le palais présidentiel de Kaboul. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé. Il y aura un transfert pacifique du pouvoir dans le pays qui s'effectuera dans les prochains jours. Merci à tous pour votre attention. Restez avec nous sur France 24.